Ouais, si vous écoutez Radio Pays depuis quelques temps maintenant, en direct comme en podcast, cette musique devrait vous dire quelque chose. Voilà donc le générique utilisé en ouverture du Zoom, ces chroniques radio diffusées durant la matinale de Radio Pays pour mettre en avant des sujets liés à la science, l'astronomie ou encore l'histoire, avec comme fil conducteur à chaque fois la Guyane d'une manière ou d'une autre. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'après le Zoom Histoire à écouter, vient de sortir aux éditions Ibis Rouge le Zoom Histoire à lire, cette fois-ci un livre qui reprend les chroniques donc de la première saison de l'émission radio, la mission Goslar, le lac imaginaire de Paris-Mé, l'affaire Lionel Suga ou encore l'histoire de Pierre-Louis Alexandre, le modèle noir guyanais, 22 chapitres au total pour plonger ou replonger dans l'histoire de la Guyane, toujours à dimension humaine, en regardant le passé non pas de façon abstraite et désincarnée, mais dans les yeux d'un personnage. Pour en parler, la voix et la plume du Zoom Histoire et notre invité ce matin, Rémi Perru-Duménil, bonjour. Bonjour et bonjour à nos auditeurs. Et bienvenue sur Radio Pays en direct ce matin, puisque nos auditeurs sont habitués à vous entendre via des chroniques enregistrées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de la sortie, je le disais, du Zoom Histoire saison 1. C'est aux éditions Ibis Rouge. Déjà, pourquoi un livre, Rémi Perru-Duménil? Le lien entre une émission radio et une publication écrite, il n'est pas forcément évident. C'est pas la même écriture, c'est pas le même ton. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, voilà, j'ai envie de récupérer les scripts de mes émissions pour en faire une publication écrite? Il y a plusieurs raisons, mais la première, c'était que tout bêtement, on voulait tenter quelque chose de différent avec ce Zoom Histoire, parce que c'était déjà la démarche qu'on avait pour la version radiophonique, au niveau du ton, au niveau de l'esthétique. Justement, on voulait avoir une écriture un peu plus dynamique, une structure sous forme de dialogue. Et puis surtout, on voulait des sujets originaux, c'était vraiment ça. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas dans la philosophie du Zoom de faire un livre et donc de tenter un coup, quoi, entre guillemets, une expérience plutôt. On essaye de voir ce que ça va donner. Et puis la deuxième raison, c'était aussi pour réconcilier les gens avec la lecture et avec l'histoire. Parce que finalement, c'est vrai que l'histoire est souvent considérée comme une discipline un petit peu poussiéreuse, un peu froide, un peu morne. Et là, le Zoom, justement, fait le pari du contraire. Donc là, on voulait avec une version littéraire qui puisse montrer que ça marche aussi à l'écrit. On peut aussi avoir quelque chose de dynamique, on peut avoir donc des images, on peut avoir cet humour un petit peu décalé qu'on essaie de développer pour faire passer la pilule, entre guillemets. Et puis, ma foi, je trouve que ça a l'air de plutôt bien marcher. Pourquoi il y a ce discours d'ailleurs qui revient tout le temps de dire l'histoire ça ne m'intéresse pas, l'histoire ce n'est pas pour moi, c'est quelque chose de loin, de lointain finalement et je n'aurai aucun rapport émotionnel avec ce qu'on me racontera? Je crois que c'est assez abstrait, le passé déjà, une première chose. On a du mal, par exemple, quand on nous raconte un peu, je pense au 19e siècle, on a énormément de mal à se projeter dans ce 19e siècle. Le temps, sur le plan technologique, c'est vraiment très différent. Alors, je pense aussi au 16e siècle, c'est encore pire, par exemple. Il y a tout un tas de choses qui nous paraissent évidentes qui ne germeraient même pas dans l'esprit de la plupart des gens. Donc il y a ce côté abstrait, difficile de faire le lien avec le quotidien et avec le présent. Et puis je crois qu'il y a aussi un truc avec les dates. Ça peut paraître un peu bête, mais avec les dates, beaucoup de gens me disent moi je j'ai pas la mémoire des dates, donc l'histoire c'est pas pour moi. Quand finalement je me suis rendu compte assez vite que c'est pas vraiment une question de date, l'histoire, c'est surtout une question d'événements, c'est une question de reconstruire de façon certes abstraite des périodes du passé ou de petites périodes. Et donc c'est pas une question de date vraiment. Donc je dis ça aussi pour essayer de décomplexer les gens qui doivent se dire ça. La faute à l'école finalement, au cours d'histoire qu'on a pu tout savoir quand on était enfant, où on nous raconte quand même très souvent l'histoire par l'intermédiaire de ces dates et de cette chronologie finalement là pour le coup totalement abstraite. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être aussi quelque chose avec c'est vrai, l'enseignement, mais peut-être plus au niveau des professeurs, parce que par exemple je pense qu'il y a je me rappelle qu'il y a 2-3 jours, je parlais avec une amie qui me disait l'histoire a été ma matière préférée. D'accord. J'ai eu une excellente note au bac parce que j'avais un super prof qui transmettait parfaitement bien l'information et qui a réussi à rendre ça intéressant, qui a réussi justement à rendre évident le lien entre le passé et le présent. Et donc en fait, il a quelque part comblé l'écart au niveau de l'abstraction. Et donc je pense que il y a quelque chose au niveau de l'enseignement de l'histoire qui passe pas, je crois. Vous l'avez dit, l'ambition de ce livre au final c'est la même que celle de l'émission radio, parler de la Guyane, parler de son histoire pour toucher le plus de monde possible avec un
un ton facile d'accès, des sujets, des histoires qui sortent aussi un petit peu des sentiers battus. Moi, je me souviens la première fois que je vous avais rencontré, c'était pour une interview qu'on avait faite ensemble sur une conférence que vous aviez donnée sur Lionel Suga, donc ce compositeur guyanais qui a été totalement effacé des livres d'histoire. Et je m'étais dit, tiens, voilà quelqu'un qui parle d'histoire, qui a une formation aussi d'historien, mais qui n'est pas dans la posture de l'historien universitaire traditionnel. Elle vous vient d'où, Rémi Perry-Duménil, cette envie finalement de rendre accessible l'histoire guyanaise en étant un peu un vulgarisateur populaire? Je crois qu'elle vient tout simplement du fait qu'on m'ait fait remarquer que je le présentais bien, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsque j'ai donné mes premières conférences, ce qui venait souvent, c'était ça. Les gens venaient me dire que ça leur faisait plaisir parce qu'ils avaient tout compris et qu'ils avaient tout écouté de A à Z. Et parce qu'il y avait quelque chose, je sais pas moi, dans le ton de la voix, enfin voilà. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc c'était une arme intéressante et que peut-être qu'on pouvait même donner une fonction à cette façon de parler, à cette envie. Et donc on a tout simplement travaillé ça avec le Zoom Histoire. Donc c'est quand je me suis rendu compte que c'était possible, que j'en ai eu envie et que je l'ai travaillé et que du coup maintenant on a fait un livre. Ouais. Et pour encore une fois, je l'ai dit, mais vraiment c'est important de toucher le plus de monde possible parce que le public qui vient aussi majoritairement pour des conférences qui sont données sur tel ou tel sujet, majoritairement c'est des personnes qui s'intéressent déjà à l'histoire. Ce sont des personnes qui s'y intéressent déjà et puis la moyenne d'âge est assez élevée. Ça il faut aussi le dire. Ce sont souvent les mêmes personnes. C'est quelque chose qui se dit beaucoup d'ailleurs dans le milieu de la culture en Guyane, c'est voilà, on fait une conférence, on a déjà la liste des gens qui vont venir, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais évidemment nous on cherche à attirer un autre public et donc ce que je trouve bien avec le Zoom Histoire, là je parle de la version radio, c'est qu'on a de temps en temps des retours des auditeurs. D'ailleurs si des auditeurs nous écoutent, n'hésitez surtout pas à appeler pour donner des retours parce que nous ça nous nourrit et ça oriente également les prochains épisodes. On a des retours de parents qui nous disent « Mes enfants attendent avec impatience le Zoom Histoire pour l'écouter le vendredi matin. » Et ça me fait plaisir parce que je dois reconnaître que j'avais pas forcément pensé aux enfants. On n'y pense pas trop et j'avoue que dans mon esprit, les auditeurs du Zoom Histoire sont plutôt des adultes qui vont au travail le matin et qui, sur le chemin, vont écouter 10 minutes de vulgarisation, rigoler un peu et apprendre des choses. Et en fait, ça marche aussi pour les enfants. Et donc, je suis content parce que c'est plus large que prévu. Et ça, je trouve que c'est super. Autre chose aussi, les catégories socio-professionnelles. Je me souviens d'un monsieur qui m'a dit qu'il écoute le Zoom Histoire tous les vendredis matins, mais que lui, il ne lit pas du tout, que ça faisait pas du tout partie d'ailleurs des pratiques au sein de sa famille. Et que la version radio, le dynamisme lui permet de s'intéresser à une matière qui ne l'intéressait absolument pas auparavant. Donc il y a aussi ça en termes de public, et ça me fait vraiment très plaisir. Oui, contrairement à ce que certains pourraient penser, il y a énormément de choses à raconter, il y a plein de sujets, il y a plein d'histoires. Moi le premier, il y a plein de il y a plein de parcours dont je n'avais jamais entendu parler avant d'écouter le Zoom Histoire. Est-ce que ça vous arrive qu'on vous dise oui, bon, ok, l'histoire de la Guyane, vous allez vite tourner en rond et finalement il n'y a pas tant de sujets que ça à raconter et à mettre en avant? Déjà au sein de l'équipe, on se le dit de temps en temps, on se pose la question, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on va épuiser finalement toutes les histoires guyanaises? Est-ce qu'on a de quoi faire une saison suivante? En fait, c'est un peu la question. Alors déjà, il y a deux trucs. Déjà, on a une petite technique qui est qu'on fait pas toujours l'histoire guyano-guyanaise. Ça, c'est le premier truc. Comme ça nous permet de gagner un peu de temps. Et donc, je pense par exemple à des sujets qui sont même pas purement de l'histoire, comme les sujets sur les langues. On a fait un peu de linguistique, on a fait un peu d'anthropologie avec des blagues dans le livre où justement, moi je dis, on a fait de l'anthropologie, est-ce que les gens vont nous en vouloir? Évidemment que pas. Et puis l'autre truc, c'est que l'histoire guyanaise est quand même vraiment beaucoup plus vaste et complexe qu'on le croit. Et puis en fait, ce n'est qu'une petite chronique de 10 minutes, et donc de temps en temps, on peut largement tenir 10 minutes sur de petits événements, pas très importants, mais rigolos, qui peuvent nous apprendre un petit peu plus sur un fonctionnaire, par exemple, qui est passé en Guyane, qui a fait quelque chose de complètement fou, d'un peu marrant ou bien d'un peu tragique, mais voilà, qui donne le tragique, un peu de ça revient quand même très souvent. Ah là là, le tragique revient. J'ai l'impression qu'il est omniprésent dans chaque chronique quasiment que vous racontez. On a un running gag là-dessus, c'est le fameux mais. Chaque fois que je dis quelque chose de bien, il faut toujours nuancer, parce qu'il y a toujours une guerre, il y a toujours une trahison, il y a toujours une décapitation qui traîne. Non, évidemment, l'histoire est vraiment tragique, surtout celle qu'on raconte, c'est de l'histoire coloniale. Donc il y a des conflits, il y a évidemment l'esclavage, il y a le bagne, il y a des trahisons, enfin voilà, c'est terrible. Et donc justement, il y a une autre fonction dans le Zoom Histoire, autant à l'écrit qu'à la radio, c'est essayer justement de faire passer la pilule. Alors évidemment, il y a un seuil à trouver, parce qu'il faut pas qu'on donne l'impression qu'on se moque, parce que c'est vraiment pas le cas.
et il faut pas, mais en même temps, il faut essayer d'en parler de façon décontractée. Donc c'est pas toujours simple. Donc il faut essayer de doser un petit peu l'humour et puis le type d'humour. Il y a des chroniques qui sont moins rigolotes que les autres, ce qui est normal. Mais en même temps, il faut quand même que ça reste décontracté. Et puis surtout l'idée de l'immersion. Ouais. Ça c'est le travail de Monsieur Royer. Ça c'est le travail au niveau sonore, l'habillage sonore, les bruitages. Mais lui-même me dit, bon voilà, là on est sur un sujet un peu grave, donc on va peut-être doser au niveau des extraits de films. Il faut de l'immersion, mais pour revenir sur l'aspect humoristique finalement, des chroniques qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le livre, dans le Zoom Histoire version papier, voilà, c'est cet aspect un petit peu humoristique pour qu'on garde finalement nos lunettes d'hommes et de femmes de 2024. Ouais. Évidemment, l'histoire est tragique, mais parfois on la regarde en se disant c'est quand même n'importe quoi. Exact, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le Zoom Histoire. On se dit on le sous-entend beaucoup parce que vraiment ça a l'air d'être n'importe quoi. On se rend compte que les gens se tapent dessus pour rien, se décapitent pour pas grand-chose. Et puis il y a des choses absolument immorales et immondes aujourd'hui quand on les regarde. C'est un peu la posture est un peu de se dire vaut mieux en rire, mais enfin en même temps pas trop parce qu'il faut quand même rester respectueux parce qu'il y a des victimes dans tout ça. Mais en effet vaut mieux en rire aujourd'hui et puis ça permet, comme vous disiez, de garder une forme de perspective et de se rappeler que finalement c'est de l'histoire. Donc, et surtout plutôt que de raconter l'histoire avec un grand H comme on l'apprend pour le coup à l'école, vous avez une approche qui est beaucoup plus incarnée. Vous parlez toujours ou en tout cas très souvent surtout de la vie d'une personne en particulier. Oui, je pense à Lionel Suga, évidemment. Par exemple, c'est évidemment celui qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que c'était la fameuse découverte, tout à fait inattendue. Je pense aussi à Maurice Duménil, dont on avait parlé, et puis j'ai oublié son nom, Pierre-Louis Alexandre, le modèle noir, qui était en Suède, à Stockholm. Donc oui, on fait entre guillemets de la petite histoire. On fait de la petite histoire, on se concentre sur un personnage, on regarde un petit peu des parcours, et donc du coup ça permet aussi de sortir de certaines choses vraiment très très graves. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse à une personne, c'est qu'il y a souvent des défauts qui font rire. Voilà, il y a des choses qui sont assez comiques, il y a du tragicomique, et c'est peut-être plus facile d'ailleurs de parler de personnages. Parce que ce sont des personnes qu'on ne connaît absolument pas, et donc il y a moins, on va dire, l'émotion, il y a moins d'investissement émotionnel, et on peut prendre un petit peu plus de distance. Et puis surtout c'est très très intéressant parce que en général une personne, quand on n'en a jamais entendu parler, on est sûr que les gens vont toujours apprendre quelque chose. Mais ça reste de l'histoire en tout cas, même si c'est une petite histoire personnelle, bien sûr. Ça reste une bonne porte d'entrée finalement pour s'intéresser à telle ou telle période historique de la Guyane. Absolument, parce qu'en fait un personnage, la micro-histoire est toujours liée à la grande histoire. Et donc d'ailleurs ça fait partie des méthodes. Des fois on s'intéresse, alors c'est évidemment critiqué parce que à la fois une personne est toujours liée à la grande histoire, mais une personne ne représente jamais la totalité de l'histoire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est justement, par exemple, je pense à Pierre-Louis Alexandre, qui est une exception, parce que évidemment, il n'y a pas de Guyanais qui se rendent massivement en Suède au 19e siècle, donc c'est complètement fou. Mais justement, en négatif, ça permet d'en dire un peu plus sur la Guyane à ce moment-là. Il était une exception, donc ça dit quelque chose sur tous les autres. Exactement, ça dit quelque chose sur le général, quoi. Donc ça sert aussi à ça. Donc c'est une méthode comme une autre, autant en recherche, on va dire, un peu plus sérieuse, universitaire, et puis c'est aussi très intéressant pour les vulgarisateurs. Vu qu'on parle de la richesse de l'histoire guyanaise et de toutes ces histoires que le grand public finalement ne connaît pas, est-ce que vous personnellement ça vous est déjà arrivé de découvrir des histoires en cherchant des idées pour le Zoom? Mais complètement. Mais je pose la question en ayant la réponse. Mais complètement, mais même d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de sujets du Zoom, alors pas tous, mais beaucoup en tout cas que j'ai abordés, parce que j'en avais jamais entendu parler, parce que moi-même ça m'intéressait beaucoup, même si c'était des fois très éloigné de ma spécialité, enfin de ma période, parce que moi c'est la période contemporaine, donc c'est de 1789 à jusqu'à peu près 2001. Mais par exemple, on a traité du XVIIe siècle et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Mais les raisons qui nous ont poussé à aborder certains sujets sont des fois très variées. Et alors c'est intéressant parce que justement on en parle dans le livre. On a rajouté une partie après chaque chronique où on explique voilà comment on est tombé sur le sujet. Donc des fois c'était une conversation avec Monsieur Léon aux archives, par exemple, pour Pierre-Louis Alexandre, pour le biais qui est le nom donc d'un livre, enfin c'est le nom de l'auteur, mais par métonymie on dit que c'est le nom du livre. C'est un livre que j'ai trouvé un peu par hasard il y a une dizaine d'années dans une bibliothèque et qui en fait faisait partie de la collection de vieux livres de ma grand-mère. Donc j'ai découvert l'histoire du biais et c'était absolument super, je connaissais pas, et donc on en a fait un Zoom. Il y a de vieilles choses que j'ai pu trouver aussi un peu par hasard, comme le lac de Paris-Mé, quand je faisais des petites recherches sur les légendes de l'Amérique du Sud. Et puis je pense aussi à certains Zooms qui n'ont pas encore été diffusés, que je suis en train d'écrire. Par exemple, récemment, je suis tombé sur un enregistrement audio
qui datait de 1900 d'enregistrement audio d'une chanson et d'un conte guyanais. Donc c'est la plus vieille voix guyanaise que j'ai pu entendre de ma vie. C'est en créole, donc en créole de l'époque en plus, donc ça faut le noter. Et donc je me suis dit, ok, donc ça, on va absolument faire un zoom dessus, et comme c'était dans le contexte de l'exposition universelle, et boum, on va faire un zoom sur l'exposition universelle. Donc ouais, des fois, ça vient un peu par hasard, des petites recherches, des conversations, ou bien aussi des morceaux d'archives. Ouais. C'est quoi du coup une bonne histoire pour vous, un bon personnage? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous vous dites ouais, ça tient, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de creuser le sujet? C'est si on m'en a jamais parlé. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait un intérêt personnel. Ouais, bon, déjà, voilà. Il y a le coup de l'intérêt personnel. D'ailleurs, je pense que ça se voit quand dans la liste des sujets, on me l'a fait remarquer, il y a des périodes qui reviennent quand même beaucoup. D'ailleurs, on m'a même demandé d'essayer de traiter un peu d'autres périodes et d'autres sujets. Donc il y a déjà l'intérêt personnel, et il y a aussi le est-ce qu'on m'en a déjà parlé. Alors quand je dis est-ce qu'on m'en a déjà parlé, je parle des gens, on va dire lambda, pas des chercheurs. Ouais. Voilà, quand je parle avec des gens, quand on va, quand on déjeune, quand on dîne, quand on parle un peu d'histoire, où il y a quelles sont les personnalités qui reviennent le plus on m'en parle, moins je me dis qu'il faut que j'en parle. Mais il y a aussi des personnes qui m'appellent et qui me disent voilà, j'ai découvert tel personnage et je pense que ça pourrait faire un bon zoom histoire. Donc ça aussi, ça marche comme ça. Il y a aussi des personnes qui me parlent de sujets très connus, mais qui ont un angle complètement différent. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et pour moi, ça, c'est un excellent sujet. Je pense à Madame Paillet, où donc j'étais tombé par hasard sur une thèse qui racontait l'affaire Madame Paillet, mais alors avec un point de vue qui n'avait rien à voir avec ce qu'on dit habituellement. Et donc ça, je me suis dit, ça c'est vraiment très bien. Aussi, ce qui fait un bon sujet, ce sont les petites simplifications qu'on fait au quotidien. Où justement, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une amie qui me disait, j'ai vu un post sur Instagram et j'étais pas certain que ce soit historiquement vrai. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un excellent sujet, on en fera un zoom. Et évidemment, on le fait avec une démarche extrêmement bienveillante, on va citer personne. Et le but, c'est de faire des petites rectifications comme ça au fur et à mesure. Ça, pour moi, sont de bons sujets. Ben justement, vous anticipez sur ma prochaine question, puisque... D'accord, des bonnes histoires, des bons personnages, mais en gardant quand même à chaque fois la rigueur scientifique de l'historien. Vous n'êtes pas que un conteur, qui pioche un petit peu ce qu'il a envie de raconter en déformant la réalité. Le contrat, dès le départ, c'est quand même de dire, oui, on va parler d'histoire, mais on va le faire, par contre, d'une manière la plus rigoureuse possible. Exact, ouais. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que là encore, c'est un peu l'exercice particulier de la vulgarisation, c'est qu'il faut pas perdre de vue quand même que... En effet, l'information doit être aussi vraie que possible, ou tout du moins, il faut qu'on puisse la sourcer. Donc, c'est-à-dire, cette information-là vient d'une étude, vient d'un article, vient d'une thèse. Ce qui est compliqué. Résumer une thèse de plusieurs centaines de pages en 10 minutes, voilà, le pari, il est difficile quand même. Il est difficile, donc évidemment, c'est pour ça que ça fait écho à la question de la quantité d'informations qu'il y a autour de l'histoire guyanaise. Ouais. On va prendre de petites parties, parce que sinon le travail est beaucoup trop dur, sinon ça prend trop de temps à produire, et il faut qu'il y en ait une par semaine, il faut les écrire en avance, etc. Donc au niveau de la rigueur, l'autre difficulté, c'est qu'on a des sujets qui sont très niches. Je pense par exemple au créole francophone de la Grenade. C'était très compliqué parce qu'en fait, sur la présence française dans ces îles-là, on n'a vraiment pas grand-chose. Ce sont des sources, des fois, qui sont pas en français. Bon, alors, c'est pas grave, des fois, c'est en anglais, en espagnol, donc ça va. Mais par exemple, je pense à Wim Bergen, qui est un historien néerlandais qui n'a jamais rien écrit en anglais, quoi. Ouais. Tout est en néerlandais, alors c'est un peu plus difficile le néerlandais pour moi, en tout cas. Et donc c'est vrai que c'est un peu plus dur. Des fois aussi, on a des sources qui sont un petit peu moins scientifiques. Donc je suis obligé vraiment de piocher. Donc j'essaye d'aller voir s'il n'y a pas une information scientifique qui permet de confirmer finalement la première intuition. Et c'est pas toujours le cas. Donc disons qu'on fait ce qu'on peut, mais par contre on fait du mieux qu'on peut. Ouais, une phrase d'ailleurs qui revient plusieurs fois dans votre livre, c'est: les sources sur ce sujet sont assez rares. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est arrivé de vouloir travailler sur un sujet, sur une histoire en particulier, et de vous rendre compte en fait qu'il n'y avait pas assez de matière première et pas assez de sources? Ou bien vous arrivez d'une manière ou d'une autre finalement à arriver à trouver les choses? D'une manière ou d'une autre, j'arrive toujours plus ou moins à avoir des petites choses, parce qu'encore une fois, comme c'est un petit format, il n'est pas nécessaire d'avoir énormément d'informations. On peut également, pas broder, mais rajouter du contexte pour essayer de faire du lien avec ce qu'on a déjà. Ça permet de faire ressortir, de magnifier un peu le peu qu'on possède. Ouais. Ça, il y a ça.
Sinon, non, ce qui m'est arrivé, c'est de me rendre compte que pour bien traiter un sujet, il fallait que j'achète un livre, donc je remets ça plus tard, parce qu'au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de livres à acheter. Ouais. Donc il y a ça aussi, et puis, mais sinon, oui, j'arrive toujours, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a des sources aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller me reposer sur ce qui a déjà été écrit, donc ce qu'on appelle de la bibliographie, je vais chercher des sources. Ouais. Donc je peux, par exemple, aller aux archives, ou des fois, ce sont des archives que j'ai déjà lues, et donc je sais où, moi, aller chercher 2-3 infos sur ce sujet, même si il n'y a pas de livre dessus. Voilà. C'est ça le plus gros de votre travail d'ailleurs, une fois que le sujet il est décidé, il est acté, justement d'aller ensuite dans les archives, d'aller plonger un petit peu, vous plonger dans certains livres écrits par d'autres historiens pour pour vérifier finalement tout ce que vous dites. C'est ça, c'est un peu le gros du travail, et puis c'est surtout d'aller avoir des sources différentes, c'est une sorte de croisée, parce que par exemple il y a pas longtemps je pensais à un sujet très intéressant, je trouve, sur la collaboration entre les Amérindiens et les Bushinangés, donc dans un contexte colonial, donc un contexte de résistance et de survie, et j'ai trouvé un article vraiment superbe, et je me suis dit, bon, le problème c'est que je peux très facilement écrire un article, un Zoom Histoire uniquement avec cet article. Alors j'ai bien dit le problème, parce que ce serait bien que j'ai d'autres choses. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un mix entre ce qui a été dit dans cet article et puis des sources. Donc des sources, c'est-à-dire des documents qui ont été produits à l'époque donc de mon sujet, quoi. Pour en revenir au livre, est-ce qu'il y a eu un travail de réécriture? On va dévoiler ce matin un petit peu les secrets de fabrication d'une chronique radio, mais ça s'écrit pas n'importe comment, il y a une durée à respecter, il faut tourner ces phrases d'une certaine manière différente de ce qu'on fait à l'écrit. Comment du coup on passe d'une écriture radio à un texte qui sera lu finalement par des lecteurs? Ah, ça c'est intéressant, parce que ma mère, qui fait toutes les relectures et qui donc a fait toutes les relectures du Zoom Histoire, me disait très franchement, telle phrase fonctionne très bien à la radio, mais alors vraiment à l'écrit on l'a pas, parce qu'on n'a pas les intonations, on n'a pas non plus la vitesse, parce qu'il y a ce truc aussi de je le dis vite, tu me réponds vite, donc ça fait une blague, c'est passé, etc. Alors à l'écrit vraiment ça marche pas. Oui, et puis tout l'habillage sonore aussi dont vous parliez tout à l'heure, qui va venir accentuer telle ou telle émotion. Exact. Donc d'ailleurs c'est intéressant, parce que pour l'habillage sonore, pour la 2e saison, parce qu'il y aura une 2e saison à l'écrit, je pense avoir trouvé une petite technique narrative, mais en gros c'est ça. L'idée c'est de trouver une technique narrative pour traduire ce qui se passe à l'oral, donc dans un bouquin, donc à l'écrit. Et donc on a dû faire évidemment des sacrifices, il y a plein de choses qui ont été coupées au montage, il y a des répliques de Monsieur Royer qui fonctionnent absolument pas non plus, donc j'en ai réinventé quelques-unes tout en restant un peu dans le style de la façon dont il s'exprime. Et puis par contre j'ai gardé vraiment l'humour. Donc c'est-à-dire que on va y avoir des parties narratives qui sont un peu sérieuses, mais qui sont régulièrement entrecoupées de petites blagues, aussi de tournures un peu orales. Donc on a gardé quand même un petit peu d'oralité dans la narration, histoire de rappeler que c'est radiophonique, et puis d'une façon générale l'oralité permet une meilleure communication. Et puis ça s'allie également avec de la clarté qui est nécessaire en histoire quand on écrit. Et puis en fait ce que je voulais aussi, c'était avoir une structure particulière à l'écrit, où on mettait en avant le dialogue. C'est-à-dire l'alternance entre du dialogue, de la narration et des citations historiques, ce qui est en fait littéralement la recette du Zoom Histoire à l'oral, à la radio. Donc on a repris cette structure-là, à l'écrit aussi, avec un petit système d'icônes et de mise en forme du texte. Donc le dialogue a une mise en forme particulière qui est immédiatement identifiable. Donc on sait quand c'est Florian qui s'exprime, du coup on n'a même pas besoin d'écrire Florian : comme au théâtre. Et puis il y a l'icône dialogue, il y a l'icône citation, et donc comme ça on sait à peu près ce qui se passe et on garde un côté dynamique. Oui, parce que je le précise pour celles et ceux peut-être qui n'auraient jamais entendu le Zoom Histoire radio, il y a ce que nous en radio on appelle des relances, donc des phrases lues par quelqu'un d'autre pour dynamiser un petit peu la discussion et donner l'impression qu'il s'agit d'un vrai dialogue. Ces relances-là, vous en avez gardé quelques-unes du coup dans le livre Histoire. Florian Royer n'a pas été totalement mis de côté. Finalement. Ah non, pas du tout, il est très présent Florian, il est très très présent. Puis en fait, au fil des Zooms, il y a eu un côté personnage, donc presque romanesque, qui s'est imposé, parce qu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas du tout. Par exemple, moi je me fais passer pour quelqu'un qui me perd tout le temps, je me fais passer un peu pour quelqu'un qui n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit, qui est pas très raisonnable, qui part tout le temps à l'aventure, un peu impulsif, qui se balade tout le temps avec tout un tas de bouquins, un peu maladroit. Et puis Florian, une personne un petit peu peureuse, qu'ose pas trop y aller, qui est beaucoup plus raisonnable que moi, etc. Et en fait, justement, j'ai essayé de garder ces relances. J'ai essayé de faire en sorte que ces relances permettent à la fois de dynamiser, puis également de camper un peu les personnages, pour avoir la sensation qu'on est dans cet
cet univers particulier de ces deux personnes qui parlent d'histoire, qui se déplacent et puis qui ont des personnalités propres, quoi. Et du coup, le résultat, c'est un livre qui ne ressemble pas à tous les livres d'histoire finalement que tout le monde a déjà connus. C'est voilà, rien qu'esthétiquement, finalement, il sort du lot assez rapidement. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il a déjà une philosophie, une démarche qui donne lieu à une structure qui est complètement différente et puis surtout une esthétique au niveau de l'écriture qui se veut simple, accessible. Et puis avec de l'humour et puis un côté vraiment décontracté. Je pense notamment à la fois où j'ai écrit ah là là, ces gens n'ont pas dû aimer le temps qu'ils ont passé sous la guillotine. Ouais. Bon, ça c'est quelque chose qu'on voit pas dans les bouquins d'histoire habituellement. Non, on peut pas écrire ça. Dans le Zoom Histoire on peut parce qu'il n'y a pas de conséquences très très graves parce qu'a priori rester sous une guillotine n'est pas particulièrement agréable. Et puis ça permet de faire sourire. Vous étiez au Salon du Livre il y a quelques jours pour présenter votre livre. Est-ce que est-ce que l'histoire intéresse quand vous parlez de ce que vous faites au grand public? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une envie de connaître davantage l'histoire de la Guyane? Ah oui, ça se perçoit. Ouais. Il y a une vraie envie, un besoin même d'histoire en Guyane. Ça, je l'ai vu. Même pas forcément au Salon du Livre. Alors au Salon du Livre, je l'ai constaté parce que du coup, je commence les gens à voir, étaient physiquement présents. Les gens sont physiquement présents, ils m'en parlent, ils viennent, ils me le disent. Je l'ai vu au sortir de certaines conférences également où ils viennent me dire que on me dit ce que vous faites c'est important, mais du coup c'est pas ce que je fais moi uniquement, mais en fait tous les historiens et notamment les historiens guyanais. Ouais. Donc oui, je sens qu'il y a quand même un engouement pour ça. L'histoire est une discipline qui marche très très bien en Guyane, enfin en tout cas qui intéresse. Je sais pas si ça marche très bien, je veux pas parler pour l'université, mais en tout cas qui intéresse parce que justement on a un besoin de savoir qui on est aujourd'hui et donc on a tendance à regarder derrière et donc on s'intéresse aux personnes qui pratiquent cette discipline. Et donc pour le coup je le dis, mais le Zoom Histoire à lire a très très bien marché au cours du Salon du Livre, déjà parce que peu de gens connaissaient le Zoom Histoire, ou en tout cas au Salon du Livre, il n'y en avait pas beaucoup, et donc ça leur permettra probablement de s'intéresser à la version radio. Et puis le fait que ce soit accessible, ça les a intéressés parce que tout le monde pense à ses enfants. Oui. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment, vraiment beaucoup. Les besoins, parce que c'est la question de la transmission finalement. Ouais, que ce soit un livre que toute la famille lit, finalement, il est posé quelque part dans le salon et les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde peut y jeter un œil. D'ailleurs, on voudrait aller plus loin pour la suite, pour la deuxième saison, on voudrait faire un Zoom Histoire illustré, qui soit encore plus ludique, encore plus accessible, avec plus d'éléments visuels, ce qu'on n'a pas pu faire pour la première édition, mais bon, c'était une première édition, on a fait ce qu'on a pu. On a surtout travaillé le texte, on va dire ça comme ça, on a fait ça en 2 temps, là on a vraiment travaillé le texte. Pour la deuxième saison, on va reprendre à peu près la même structure, mais si on va rajouter une petite technique narrative pour traduire les ambiances sonores, et on va surtout travailler le visuel. Et l'éditeur, tout de suite, il vous a dit « Allons-y, banco, je suis d'accord, on part sur ce projet-là » Ouais, direct. Là, pour le coup, je dois vraiment remercier l'éditeur. Il nous a suivis tout de suite. On n'a eu aucun problème. Et pour le coup, en plus, ça s'est fait vraiment très vite parce qu'on a eu l'idée, je crois qu'on a dû avoir l'idée cette année, au début de cette année. Et puis, il a été publié très rapidement, là, au mois de novembre, pour le Salon du Livre. Donc. Le Zoom Histoire saison 1, ça vient de sortir aux éditions Ibis Rouge. Merci beaucoup, Rémi Perru-Duménil. Le livre est déjà disponible dans certaines librairies du territoire. Certaines, ouais. Il est déjà disponible à Cultura. Ça, je sais qu'ils ont un stock. Et puis, pour les autres librairies, Casabule, et puis aussi les centres pour les grandes surfaces, ça viendra, c'est pour très bientôt. Donc, ça, je pense que ça fait un excellent cadeau de Noël. Je dis ça, je dis rien. De manière totalement désintéressée. Mais tout à fait. Merci encore, à bientôt, très bonne journée.